vais d'abord commencer par vous présenter les jeunes hommes qui m'ont accompagné sur ce plateau. Donc, à ma gauche, Xavier Terlet, que je pense beaucoup de monde connaît. Bonjour. Xavier a fondé XTC World Innovation. Et c'est en fait un cabinet qui travaille avec les industriels, les distributeurs et les prestataires de services pour mettre au point de l'innovation et la commercialiser. À sa gauche, Xavier Boadvézy. Bonjour. Xavier Boadvézy est VP Digital Factory chez SEB. Et il a aussi une autre casquette. Il est secrétaire national de la Food Tech qui appartient à la French Tech. Donc, il nous en dira plus tout à l'heure. Et tout au bout, à gauche, c'est Nicolas Marotte. Donc, Nicolas, après quelques années passées ensemble, notamment chez Danone, puis chez Kraft Mondelez, Nicolas est maintenant directeur général de la branche Europe du Sud de Innocent Drink. Bonjour. Voilà, alors pour lancer un peu les hostilités, enfin je ne crois pas qu'on va beaucoup se bagarrer, mais vous êtes tous les trois concernés par le sujet du sans frontières puisque vos entreprises interviennent toutes en dehors de leurs frontières d'origine. Et vous êtes tous les trois concernés aussi par l'innovation qui est au cœur de votre modèle économique. Et donc c'est pour ça que le thème que nous avons défini pour cette petite discussion, c'est innovation moteur du sans frontières. J'ai envie de commencer par toi, Xavier. Pour XTC, tu parcours le monde depuis 1995, Ouais. depuis le siècle dernier, pour repérer des nouveaux signes, repérer des trends qui vont ensuite se propager et devenir des idées d'innovation. Alors, je pose les pieds dans le plat, c'est le cas de le dire. Est-ce que l'innovation est moteur du sans frontières ? Peut-être, mais j'ai envie de dire l'inverse. Moi, j'ai envie de casser le. Est-ce que c'est pas le sans frontières qui est moteur de l'innovation, justement? Parce que quand on parle de, j'entendais tout à l'heure, pour introduire la table ronde, le produit à l'étranger qui demain fera un carton sur notre marché. Si on imagine ça, on se plante à coup sûr. Il n'y a pas 10 produits identiques d'un bout à l'autre de la planète. Il faut bien savoir que en matière d'alimentation, c'est l'alimentation qui nous réunit aujourd'hui, la mondialisation ne crée pas l'uniformisation. C'est propre à l'alimentaire, pratiquement. Moi, le téléphone que j'ai dans la poche, c'est un iPhone, c'est le même à New York, c'est le même à Tokyo, c'est le même à Paris, c'est même la même boîte, puisqu'il y a toutes les traductions de mode d'emploi. En alimentation, nous, on se fait plaisir avec un pain. Nos amis allemands, nos voisins, ne se font pas plaisir avec le même pain. Ils cherchent le plaisir, mais pas avec le même pain. Il n'y a pas de mondialisation alimentaire. Donc, allez voir ce qui se passe ailleurs est source d'innovation, est source d'idées. Un jour, on a vu arriver il y a une vingtaine d'années les sushis chez nous. On a découvert avec une petite pâte verte à côté qui pique, qui s'appelle wasabi. Nous, aujourd'hui, on le met sur nos chips salés, on le met sur nos graines salées et on innove. On innove avec ça. Les Japonais regardent ça avec un œil interrogatif, mais c'est source d'innovation. Quand McDo, le chantre de la mondialisation, est arrivé en France, a développé en France, est arrivé avec la salade, par exemple, les Américains ont dit ils sont bizarres, ces Français. Et pourtant, c'est un carton, la salade chez McDo en France. Voilà. Donc, c'est important. C'est sans doute le sans frontières qui est moteur de l'innovation. Super, c'est une bonne nouvelle, ça. Alors, Nicolas, toi, chez Innocent, c'est une marque qui est du UK à la base. C'est une marque anglaise, oui. C'est une marque anglaise. Comment ils ont réussi à sortir de leurs frontières? Est-ce que l'innovation a été moteur là-dedans? Alors d'abord, je crois que le principe qui est important dans cette société, c'est le principe d'une équipe globale avec des gens dans différents pays et pas du tout un principe dogmatique qui partirait de Londres, de la cuisine dans les Fruit Towers à Londres et qu'on enverrait systématiquement dans les autres pays victimes d'une innovation anglo-saxonne. Donc nous, on parle de One Team avec des Anglais, des Allemands, des Français, tout le monde dans le même groupe de personnes. Et puis, de manière très pragmatique, il y a des innovations qui sont proposées par l'équipe centrale que chaque pays peut librement intégrer. Et puis, chaque année, chaque pays demande ses propres innovations. Si je donne un exemple rapide, la France a proposé une gamme de parfums jus de fruits. Eh ben, la France les a obtenus. Ça rentre dans le portefeuille du groupe, c'est lancé en France. Et si un autre pays veut rentrer dessus après, il peut les prendre. On a lancé par exemple l'orange sanguine, l'ananas, le pamplemousse rose, ça vient de la France.
À côté de ça, nos amis allemands ont lancé des super smoothies riches en protéines végétales. Ça correspond à leur marché, ils le connaissent mieux que n'importe qui, c'est eux qui le lancent. Ça rentre dans le portefeuille, si ça m'intéresse, je le prendrai plus tard. Les Anglais viennent de lancer, il y a 1 an de ça, une gamme de boissons carbonatées en canne avec de l'eau pétillante et du jus de fruits, des produits assez formidables. Ça, c'est pour les Anglais et ça peut nous intéresser à un moment ou à un autre. À côté de ça, on a une innovation globale comme l'eau de coco, par exemple. Eh bien, tous les pays la lancent immédiatement parce que le produit est extraordinaire et qu'on trouve que ça répond, on connaît bien nos consommateurs et ils le lancent immédiatement. Donc, pour répondre à ta question, je crois qu'il y a beaucoup de pragmatisme. Il y a beaucoup d'observations aussi, Xavier, je te rejoins complètement. On vit dans un monde ouvert. On invente dans l'absolu très peu de choses. Il faut être observateur et puis savoir capter, mais avoir beaucoup d'agilité. Ok. Alors, Xavier, le deuxième Xavier, Boadvezi, chez Seb, j'ai lu que Seb avait doublé son chiffre d'affaires dans les 10 dernières années. C'est assez impressionnant. Et que l'innovation était au cœur de cette stratégie de conquête. Et alors voilà comment chez Seb on fait cohabiter innovation et mondialisation, on va dire. Alors c'est clair que l'innovation est aujourd'hui dans l'ADN du groupe Seb. La force, c'est peut-être justement d'aller la chercher partout, cette innovation, parce que déjà à la base, effectivement, quand on fait des appareils électriques, on doit par essence les adapter à des normes locales, à des voltages ou autres. Mais au-delà de ça, il faut évidemment les adapter à une culture alimentaire, à une manière de consommer. Et ça peut être effectivement, ça peut partir de la France en disant bah, tiens, quel est le produit qu'on a développé en France. Je pense entre autres à une Actifry et qu'on a su mondialiser après, et la friteuse avec une cuillerée d'huile qui s'est retrouvée sur tous les continents. Mais quand on va parler de thématiques comme par exemple le riz, on va plutôt chercher l'expertise autour du riz dans des pays comme la Corée, comme la Chine, comme le Japon, où effectivement là-bas le marché du riz, il n'a juste pas les mêmes contraintes, on ne demande pas les mêmes choses. Je pense à des temps de maintien au chaud de 24 heures où le riz doit toujours être impeccable sans avoir bougé d'un sang. Enfin, c'est incroyable. Et là, c'est comment on va chercher cette innovation et l'adapter à la culture française, à des habitudes de consommation locales. Je pense entre autres effectivement à la tendance dont on parlait un petit peu ce matin, les légumineuses, c'est important. C'est pas si simple pour monsieur et madame tout le monde à cuisiner au quotidien. Bon, bah, comment on va les accompagner pour leur apprendre à mieux cuisiner au quotidien des légumineuses? Et on va s'inspirer des recherches qui auront été réalisées sur des appareils experts au Japon, en Chine, etc., comme un cuiseur à riz. Ok. Alors, Xavier, en préparant un petit peu cet échange, tu m'as parlé d'une tendance qui se développait, je crois qui avait été repérée en Asie du Sud-Est, et qui est le courant de l'autoproduction. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et nous en parler Oui, alors c'est un phénomène qu'on a observé depuis pas mal de temps, et notamment en Asie du Sud-Est, et qui commence à arriver chez nous. L'autoproduction, c'est un petit peu la suite du développement de la cuisine à la maison. On est tous témoins depuis une dizaine d'années, c'est Top Chef, Master Chef à la maison. On a retrouvé le plaisir de retrouver la cuisine, hein, parce que cuisiner à la maison, c'est valorisant, c'est valorisé, c'est une affaire de plaisir. Cuisiner à la maison, je ne vais pas rappeler de mauvais souvenirs, mais si je fais des lasagnes moi-même, je connais la nature de la viande que je mets dedans. Et puis, si je cuisine à la maison, en période de crise, c'est bien pratique, parce que normalement, c'est moins cher. Hein, donc, c'est les courants qui poussent ça. Et ça va même un petit peu plus loin, c'est produire à la maison. Nous, on a été surpris de voir un certain nombre de concepts en Asie du Sud-Est, par exemple des armoires, comme si vous alliez chez Darty acheter un réfrigérateur. Ben là, vous achetez une sorte d'armoire avec tous les modèles sont possibles, et vous faites pousser dans votre appartement, par exemple à Jakarta, j'ai vu ça aussi à la Jakarta, faites pousser dans votre appartement des salades, des tomates, des légumes, etc. Dans une mégalopole de 21 millions d'habitants, le bout de jardin est un peu loin, ça peut être pratique. Donc, moi, je suis Bonduelle, je suis Florette, ça peut me poser des questions sur mon modèle économique demain. Hein, donc, au CIAL, d'ailleurs, à Paris, en 2014, on a donné un prix à une entreprise qui s'appelle Prête à pousser, qui fait des champignons qui poussent tout seul. On m'a dit, ouais, c'est gadget, c'est ridicule, ce type de produit. Moi, je crois que c'est précurseur, que ça laisse penser peut-être à une manière qu'on aura à produire peut-être soi-même. On a fait une étude avec TNS, avec Kantar TNS pour le CIAL, d'ailleurs, pour confirmer tout ça auprès des consommateurs. Par exemple, en France, on se rend compte, c'est un chiffre ahurissant, que 12% des consommateurs français consomment leurs propres œufs qu'ils ont produits eux-mêmes avec une poule. Après, on ne s'étonne pas que Truffaut vend des poulaillers de balcon, par exemple. Il paraît que ça explose. Alors, j'imagine que cette tendance du fait maison, c'est un boulevard, une autoroute d'innovation pour Seb.
Alors oui, le fait maison, mais j'ai envie de dire depuis les origines, depuis 53 et le lancement de la cocotte minute, ça a été sain. Après, ce qui est important, c'est effectivement d'expliquer comment on va utiliser les appareils qu'on vend. Et dans le fait maison, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir des phénomènes qu'on appelle parfois un petit peu champignons en interne, mais de produits qui vont exploser sur une période de temps. Je pense entre autres à la yaourtière qui a été lancée il y a plus de 50 ans ou 60 ans. Et puis, début 2010, eh ben, elle s'est remise à exploser en termes des ventes. Pourquoi ? Parce qu'on avait expliqué à l'utilisateur qu'on faisait autre chose que juste des yaourts tout simples, parce qu'on avait amélioré le produit, on était plus précis dans les températures de chauffe et on pouvait enfin faire également du fromage blanc, des desserts aux œufs, enfin, etc., etc. Et donc ça, c'est très important quand on souhaite utiliser effectivement cette tendance du fait maison, d'accompagner bien l'utilisateur, de lui expliquer tout l'univers des possibles avec. Ça a été le cas également des machines à pain. Alors c'est vrai que quand on voit d'excellentes boulangeries à tous les coins de rue en France, c'est un peu surprenant de voir ça, mais là aussi, il y a eu une période où les machines à pain ont explosé parce que je pense que l'utilisateur s'est rendu compte que contrôle des ingrédients, effectivement, retour aux sources, envie d'apprendre. Je pense que c'est extrêmement important, cette notion de transmission, de savoir comment c'est fait. En ce moment, effectivement, c'est des produits plutôt multifonctions qui permettent ce fait maison. Je pense aux multicuiseurs Cookéo ou aux cuisines compagnons, qui sont effectivement des robots qui ont un univers des possibles incroyable et qui permettent à l'utilisateur de réapprendre aussi à cuisiner au quotidien chez lui. Et alors toi, à contrario, Nicolas, le fait maison, c'est quelque part une concurrence pour Innocent, non ? Pas vraiment, en fait. On se rend compte que les gens qui souhaitent faire les produits chez eux recherchent de la qualité et du naturel, ce qui a fait un des basiques à l'origine du groupe Innocent. Les 3 fondateurs, en fait, ils rentraient chez eux le soir à 22 h après avoir été au pub, comme la plupart des jeunes Anglais, et ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas le temps de préparer quelque chose de sain pour eux, de simple, etc. Donc ils ont voulu développer des produits dont ils seraient fiers. Et on a toujours, dès l'origine, investi très fortement à la fois sur les ingrédients, les matières premières, en allant chercher les fruits non pas sur un marché spot, mais directement chez les fabricants, en ayant des programmes de développement durable pour améliorer. On a un programme sur chacun des fruits principaux qu'on met en jeu dans nos produits, et sur les hommes qui ont ce talent à la fois pour les sélectionner et à la fois pour les mélanger. Donc, ça va tout à fait dans le même sens. Aujourd'hui, seulement 30% des consommateurs en France consomment les 5 fruits et légumes recommandés par le PNNS. Seulement 30%. Ça veut dire que nous, on est ravis quand les gens consomment des produits et les développent chez eux. On est encore plus ravis quand on contribue à améliorer ce chiffre. Et je rajouterai un dernier point qui est extrêmement important, c'est que nos produits ont des qualités aussi constantes et permanentes à longueur d'année, qui sont à des prix extrêmement raisonnables. Or, on sait que les fruits, quand on les achète chez le primeur, chez Franprix, etc., ont des variations de prix assez importantes selon les saisons. Donc c'est aussi l'avantage que des produits comme les nôtres peuvent permettre, absolument pas rivaliser avec le fait maison, mais venir en complément du fait maison. Et cette alternance, ça sera bénéfique pour tous les consommateurs. Ok. Xavier, il y a une autre tendance qui peut influencer sur les habitudes de consommation. On a beaucoup entendu parler ce matin de révolution digitale, et notamment chez les plus jeunes qui sont ultra connectés. On sait que des photos de plats s'échangent plus qu'abondamment. Comment ça agit sur des nouveaux comportements ? Ça agit sur les nouveaux comportements parce que ça permet plein de choses. Alors c'est vrai que c'est les plus jeunes, les millennials, on va dire les jeunes, hein, qui sont familiers de toutes ces technologies. Mais ça permet quoi ? Ça permet de commander tout de suite et d'avoir immédiatement. Donc cette volonté de l'immédiateté chez les jeunes, c'est tout de suite. J'ai besoin d'une entrecôte, il est 11 h du soir, je veux l'avoir quand même. Et ça, c'est des comportements, des exigences de jeunes. Donc ça veut dire innover dans le service, innover dans la distribution. C'est aussi des changements au niveau de l'information qu'on peut avoir. Le digital, il y a des prototypes qu'on avait présentés d'ailleurs au dernier SIAL, des prototypes de systèmes d'information. On est en train aujourd'hui de débattre sur l'opportunité d'avoir des ronds de couleurs sur les produits pour savoir si c'est bien, pas bien, etc. Bon, tout ça est très bien. Demain, on aura tous dans notre smartphone une application qui nous permettra de faire une analyse spectrométrique du produit et ça sera renvoyé dans le cloud. On aura l'analyse immédiatement qui nous dira si le produit est bio ou pas bio, s'il y a des pesticides ou pas des pesticides. Donc il est évident que le digital et toutes ces nouvelles technologies vont apporter des nouvelles innovations et c'est un enjeu considérable pour les industriels de l'alimentaire. J'imagine que pour même en termes Seb. d'information. Aujourd'hui, on parle du bien-être animal, par exemple, Ouais. auquel
très sensibles, les jeunes. Les jeunes, ils disent ouais. pas « je préfère un poulet qui a grandi dans le pré, etc. » Non, ils disent « je mange pas autre chose. Hein. » C'est ça, c'est une exigence. Et ça, aujourd'hui, le consommateur demain aura l'information immédiate. Super. Et chez Seb, quelles conséquences de cette révolution digitale ? Le digital vient amplifier des bénéfices qui existaient déjà sur nos produits et surtout nous ramène l'utilisateur au cœur, au centre de tous les débats. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand on lui lançait un produit jusqu'à présent, alors que ce soit avec un livre de recettes, avec 50 recettes ou comme dans Cookéo, des recettes préprogrammées à l'intérieur du produit, à un moment, voilà, il y avait des limites. Quand on lance un produit connecté où effectivement les recettes se trouvent sur l'application ou quelque part effectivement dans le cloud, c'est infini. Non seulement nous, en tant que marque, on peut développer de nouvelles recettes, mais surtout on va permettre, avec ce qu'on appelle le user-generated content, à l'utilisateur lui-même demain de rentrer sa recette de blanquette de veau, celle qu'il aime, celle qui finalement qui est transmise de génération en génération, et pouvoir la réaliser avec simplicité dans ses appareils. Donc le digital effectivement vient amplifier un bénéfice. Aujourd'hui, on voit que c'est une vraie tendance de fond. Après, j'aime bien rappeler quand même que le digital en soi, surtout sur des appareils, n'est pas un bénéfice en tant que tel. Il faut vraiment venir amplifier quelque chose, sinon on voit que voilà, ce ne sera pas un succès commercial derrière. Vas-y, J'allais me Nicolas. poser la même question. Alors, de notre côté, c'est vrai que la relation avec le consommateur, elle a toujours été centrale dans l'équation Innocent. On encourage nos consommateurs à nous rendre visite, et c'est pour ça que nos sièges sociaux sont toujours dans le centre de grandes villes, à nous rendre visite pour parler avec nous, pour boire un smoothie. On les encourage à nous téléphoner, donc ils nous appellent régulièrement pour nous poser des questions, et on voit effectivement la densité des échanges qu'on peut avoir avec eux. On a des consommateurs aujourd'hui qui sont extrêmement bien informés, qui savent beaucoup de choses et avec lesquels il n'est pas possible de tricher. Donc moi, je suis très impressionné par le niveau de compétence, entre guillemets, qu'on rencontre en face de nous, et ça nous oblige à aller encore plus loin en termes d'intensité, de qualité dans ce qu'on délivre aux consommateurs finaux. Et quelquefois, puisque le thème est l'innovation, eh bien, il y a des idées qui viennent des consommateurs, car ils ne sont jamais avares de propositions. Ok, alors Xavier, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de cette fameuse food tech et du rôle qu'elle a justement dans l'innovation et le sans frontières ? Alors, la food tech, pour simplifier, c'est un écosystème. Et j'ai envie de dire, enfin, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais l'écosystème est quelque chose de clé demain pour répondre correctement aux attentes des utilisateurs. Parce qu'un seul acteur ne va pas réussir à le faire. Il faut être plusieurs autour de la table. C'est pas, par exemple, pour répondre à la question « qu'est-ce que je mange ce soir ?», qui est une question quand même fondamentale qu'on se pose tous souvent assez régulièrement, on va dire. Seb seul, par exemple, ne va pas pouvoir y répondre. Il va falloir intégrer des startups, d'autres productions, mais une start-up autour du vin, une start-up, etc., pour savoir qu'est-ce que je mange, mais qu'est-ce que je bois avec, qui me distribue les plats que j'ai commandés, etc. Donc la French Tech, finalement, c'était ça. C'était dans un premier temps, il y a 4 ans, de développer un écosystème de start-up. Ils ont décidé, il y a 1 an, d'adapter ce qu'ils appellent des réseaux thématiques autour de verticales où la France est particulièrement pertinente. C'est la food tech. Et donc aujourd'hui, on a un écosystème dédié aux start-up de la food tech en France. L'ambition, c'est quoi ? Il est triple. Premièrement, les fédérer, parce que souvent, on est plus fort en innovant à plusieurs. On s'aperçoit que le voisin, il a effectivement aussi de bonnes idées, etc. Et c'est même sympa de savoir qui travaille sur les mêmes problématiques. La deuxième, c'est de les accélérer. Ces startups ont besoin souvent d'un coup de boost. Elles ont en face des concurrents certes en France, mais surtout à l'international. La food tech est un segment qui est pour l'instant, en 2015, il y a eu 7 milliards de dollars investis dans la food tech. Sur ces 7 milliards, 80% ça a été investi aux États-Unis ou en Asie. Donc on voit que l'Europe est plutôt en retard et même, j'ai envie de dire, la France est encore plus en retard quand on regarde au niveau européen où c'est l'Allemagne et l'Angleterre qui monopolisent, on va dire, ces investissements. Et donc il faut les accélérer pour leur permettre d'avoir un accès rapide à ces marchés. Donc là, il y a des accélérateurs, je pense à Accelerize entre autres, qui est un accélérateur dédié à la food tech. Et puis le troisième point, c'est rayonner. Alors ça, c'est on va dire les événements comme que vous avez certainement tous dû voir quand la French Tech va au CES avec 300 startups françaises ou 200. C'est vrai que bon voilà, on rayonne, on fait rayonner l'écosystème français. Si demain on fait un événement au Cial avec toutes les startups de la food tech ou un événement autour des usages de la food tech qui sont des projets, on va dire, qu'on a dans les boîtes, et ben effectivement, ça fera également rayonner la food tech et cet écosystème en France. Ok, bon, on arrive à la fin de cette conversation. On va faire comme dans les débats politiques. On va demander à chacun de vous de nous dire, mais vraiment en une punchline, comme on dit en ce moment,
pour bien innover, pour sortir de nos frontières, c'est quoi votre secret? Xavier? 30 à 40 000 nouveaux concepts qui sortent chaque année dans le monde autour des mêmes problématiques, hein, les femmes, les juniors, les seniors, le sans gluten, etc. Regardez ce que font d'autres ailleurs, les solutions apportées par d'autres et sources d'innovation. On peut faire des tas de choses intéressantes dans des workshops fermés, mais bon, allez observer ce que font les autres et source d'inspiration. Moi, je dirais être au plus près des usages des consommateurs en France ou à l'étranger, parce que c'est cette connaissance qui va nous permettre demain de continuer à innover. Nicolas? Je dirais un bon équilibre entre des convictions très fortes. On met beaucoup d'énergie à recruter des collaborateurs de grande qualité, donc qui vont nous apporter leur compréhension. Donc, on attend d'eux qu'ils aient cette capacité à faire le tri entre les choses, leur intuition et au final beaucoup d'agilité. Eh bien, je vous remercie à tous les trois.